Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 décembre 2025 et notre cher ami, le colonel Jack Bowe, est parmi nous. Je parlais de Jack Bowe avant de venir. Bon retour parmi nous, colonel. Ravi d'être avec vous. Il m'est venu à l'esprit parce qu'on en parlait avant de passer en direct. Je suis content de ne pas être à sa place en ce moment. Exactement, c'est ça. Larry, abonne-toi et clique sur le bouton j'aime avant qu'on commence l'émission. Larry, je veux parler du colonel Jack Bowe parce que ce qui se passe en Europe contre lui est complètement insensé. Et voici ce que l'Europe essaye de lui faire. Les nouvelles sanctions visent des personnes qu'ils appellent les pro-russes. Ils essaient de faire pression pour, eh bien, laisse-moi te lire ce que dit l'Europe. Voici ce qu'ils lui reprochent. Il agit comme un porte-parole de la propagande pro-russe et diffuse des théories du complot. Par exemple, en accusant l'Ukraine d'avoir orchestré sa propre invasion afin de rejoindre l'OTAN. Et tout tourne autour de l'Ukraine. And it's all about Ukraine, and therefore Jack Bowe is responsible for. Par conséquent, Zhukov est responsable de la mise en œuvre ou du soutien d'actions ou de politiques attribuables au gouvernement de la Fédération de Russie, qui sape et menace la stabilité et la sécurité d'un pays tiers, comme l'Ukraine, il parle de l'Ukraine, en se livrant à la manipulation et à l'ingérence informationnelle. Vous savez, il ne s'agit pas d'un juge ni d'une procédure judiciaire dirigée contre lui. Tout cela relève de la politique étrangère de l'Europe. Et celle qui est derrière tout cela, c'est Kaja Kallas. Et quelle est votre compréhension de ce qu'ils font au colonel Jack Bowe, qui est un ami de ce podcast? Chaque lundi, nous l'invitons pour parler de Gaza et de l'Ukraine. Il a écrit 2 livres importants, l'un intitulé Russian Art of War et l'autre Al-Aqsa Flotte, qui décrivent en détail ce qui se passe en Ukraine et au Moyen-Orient. Et la plupart de ces sources viennent de l'Occident. Il n'utilise pas les médias russes ni les informations russes. Il s'appuie sur ce que publient les médias occidentaux et sur les informations provenant d'Ukrainiens et d'Européens. Alors quel est votre point de vue sur ce qui se passe là-bas, Caroline? Je pense qu'ils ont décidé de choisir quelques personnes et de s'en prendre à elles, et il se trouve simplement qu'il était en haut de la liste des cibles. L'idée que quelqu'un comme lui, ou presque n'importe qui d'autre que vous pourriez nommer, que ce soit le colonel Douglas MacGregor ou John Mearsheimer de notre côté de l'océan, ou encore des gens comme, j'ai oublié le nom de l'allemand pour le moment. Je ne devrais pas, car je viens justement d'échanger des emails avec lui. Mais il y a un Allemand qui va et vient sans cesse en Ukraine. Des journalistes, vous voyez de qui je parle. Oui, des journalistes. Patrick Babb. Oui, exactement. B-A-B, je crois. Oui, Patrick Babb. Je veux dire, ils commencent simplement par ce qu'ils pensent être le haut de la liste, je suppose, et ils vont s'en prendre à ces gens-là. Nous en parlions avant de passer à l'antenne. Il y a un article en ce moment, et je pense que ce type tient quelque chose. Il vient de la Chambre des Lords britannique, je suppose, puisqu'il porte le titre de Lord. Je n'avais jamais entendu parler de lui auparavant. Peut-être que j'aurais dû. C'est sur researchgate.net, et ça s'intitule « Ukraine, l'illusion des va-t-en-guerre ». Il s'appelle Lord Robert Skidelsky. Et ces arguments que les journaux de ce matin ont appuyés en détail viennent d'Allemagne. L'Allemagne dirige cet effort, mais c'est la pièce maîtresse pour la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays qui tentent d'utiliser la guerre en Ukraine et ce qu'elle implique en matière de dépenses de défense pour relancer des économies qu'ils savent en train de s'effondrer. Ce que je veux dire par la presse allemande de ce matin, soutenant plus ou moins sa théorie, de manière anecdotique, mais assez ferme,
c'est que Rheinmetall, le grand fabricant d'armes allemand, déclare désormais, directement de la bouche de son PDG, que leur cible est Lockheed Martin. Ils avancent de manière agressive en ce moment, dépassant les autres industries allemandes. L'article était accompagné de photos d'obusiers, de chars et d'autres équipements. Son argument est donc tout à fait valable, je pense. Ils se servent de l'Ukraine. Ils se moquent complètement de l'Ukraine, surtout Starmer, Macron et Merz. Ils utilisent l'Ukraine pour faire, sur le plan politique et économique, ce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, à savoir relancer leurs économies chancelantes, parfois même gravement affaiblies. L'Allemagne en est un exemple typique. Ils le font en prenant ces 5% qu'ils ont promis à Donald Trump comme un chapeau à leur stratégie et en stimulant leurs industries de défense. Rheinmetall en est le véritable exemple en Allemagne. Et cet article, venu d'Allemagne, faisait bien sûr allusion au passé, à ce qui s'était produit lorsque cela avait été fait dans les années 1930. Tout à coup, on s'est mis à se concentrer sur l'industrie allemande, puis sur l'industrie de l'armement et tout l'appareil qui l'accompagnait, et sur ce que ça signifiait pour l'Allemagne. C'est une manœuvre dangereuse, et c'est l'un des points que Lord a soulevé dans son article. Je pense qu'il tient quelque chose. Ils sont tellement désespérés. Leurs économies s'effondrent, surtout les trois principales. Ils utilisent le prétexte de l'Ukraine pour canaliser le peu d'argent qu'ils ont vers l'industrie de l'armement. Et cette industrie, comme toutes les industries d'armement ailleurs, s'en gave, Rheinmetall étant le cas le plus emblématique en Allemagne. Je ne pouvais pas comprendre autrement les dirigeants européens, et cela m'apporte un éclairage vraiment saisissant. J'aurais dû pouvoir le comprendre moi-même, leurs économies s'effondrent. C'est bien pour cela que je dis depuis un moment qu'ils n'auront bientôt plus de travail. Les Allemands vont évincer Merz, et Macron a déjà été évincé environ 5 fois. Et Starmer a les pires taux de popularité de tous les premiers ministres de l'histoire anglaise. Pourquoi? Est-ce qu'il pousserait cette guerre en Ukraine avec autant de vigueur si ce n'était pas pour cette raison? Je pense qu'il a mis le doigt dessus. Je pense qu'il a compris. Je pense que c'est pour cela qu'ils utilisent l'Ukraine, pour essayer de relancer leurs économies. Et ils ne se soucient pas de Zelensky. Ils ne se soucient pas de l'Ukraine. Cela veut donc dire que cela pourrait durer éternellement. Je veux dire, de leur point de vue, cela pourrait durer éternellement. Parce que c'est ce qui redonne vie, si l'on peut dire, à la seule partie de leurs économies sur laquelle ils ont encore prise. Voici ce qu'a dit Kira Keller, Cal, en tenant compte du conflit en Ukraine. Je dirais encore une fois qu'elle est derrière ce qui se passe contre Karl Jacques. Eh bien, l'UM s'inscrit parfaitement dans la stratégie que je viens d'exposer. Oui. Le Conseil doit décider du financement de l'Ukraine pour 2026 à 2027. Je veux que ce soit très clair. Soutenir l'Ukraine coûte de l'argent, c'est évident. Mais laisser l'Ukraine tomber nous coûterait bien plus cher. La responsabilité des crimes de la Russie est essentielle pour une paix juste et durable. Demain, à La Haye, nous établirons une commission chargée d'examiner les demandes d'indemnisation pour les dommages de guerre causés par la Russie. Le registre de la commission a déjà reçu 80 000 soumissions. Il examinera, évaluera et déterminera les compensations dues à l'Ukraine. La Russie n'échappera pas à la facture pour les maisons, les écoles et les hôpitaux qu'elle a détruits. Enfin, sur la question des concessions territoriales, seule l'Ukraine peut décider des termes de tout accord. Mais nous savons tous que le Donbass n'est pas le but final de Poutine. S'il l'obtient, il en voudra davantage. Les concessions doivent venir de l'agresseur, non de la victime. Il n'y a pas d'équivalence morale entre les deux camps. Oui, elle doit aller sur le champ de bataille, se procurer un M16 ou un AK-47 ou une autre arme
et y aller. C'est ce que tous ces pontifiants dirigeants de l'Union MNLA devraient faire. Allez sur le champ de bataille, allez se battre. Arrêtez de parler et allez vous battre. On verra combien de temps ils tiendront. Zelensky ne semble pas. Enfin, il a dit qu'il n'allait pas accepter de concessions territoriales. Larry, penses-tu que Donald Trump exerce une pression sur Zelensky? Non, je pense que Zelensky vient de dire qu'il ne lui restera plus rien. Et je pense que c'est ce qui va le faire partir, parce qu'il ne restera plus rien de l'Ukraine s'il continue avec ce genre d'attitude. Absolument rien. Odessa est déjà perdu. Vous venez de perdre votre accès à la mer Noire. Vous allez probablement perdre encore beaucoup avant que tout cela soit terminé, à moins de partir. Laissez quelqu'un d'intelligent, et pas quelqu'un qui a tant d'argent caché sur son compte en banque, s'occuper de régler cette affaire avec la Russie. Sinon, il ne restera plus d'Ukraine du tout. Et cela a, comme je le dis depuis le début, une dynamique propre, comme toute guerre. Si vous laissez cette dynamique devenir une prophétie autoréalisatrice, vous risquez de créer un agresseur qui vous traitera exactement comme vous souhaitez l'être. Vous n'allez pas aimer ça, l'Europe. Vous n'allez pas du tout aimer ça. Et ce qui soutient tout cela, de manière incroyable, ce sont encore des informations provenant de notre communauté du renseignement et de leurs propres services, affirmant que la Russie est à bout de souffle, qu'elle s'effondre, qu'il ne s'agit que de quelques semaines avant que Poutine ne s'écroule, que tout l'État russe va s'effondrer, que son économie est une farce, et ainsi de suite. Ces gens-là, ce sont les David Petraeus de ce monde. Je ne sais pas ce qu'ils fument, mais c'est quelque chose de vraiment mauvais. Et les Européens ne s'en sortent pas beaucoup mieux. Mais au moins maintenant, d'après ce que j'ai lu dans ce journal, je crois comprendre pourquoi ils agissent ainsi. Ils sont désespérés. C'est la seule façon pour eux de ressusciter leurs économies. Mais l'aspect triste de tout cela, c'est que cela va prendre du temps. Cela signifie donc qu'il faut maintenir cette menace au premier plan. Il faut que tous les citoyens soient indignés par cette menace, car sinon ils n'accepteront pas que l'on consacre 5% ou plus du PIB à l'industrie de l'armement. Mais c'est bien ce qu'ils disent vouloir faire. Je n'arrivais pas à savoir s'ils étaient vraiment sérieux ou non, car je ne pouvais pas croire qu'ils soient assez stupides pour démanteler les meilleurs systèmes sociaux de la planète afin de combattre un produit de leur imagination. Mais maintenant, je comprends. Quelle naïveté de ma part. J'aurais dû le voir venir. Ils vont relancer leurs économies sur le dos de cette guerre. Et alors, la menace, Nima, ce n'est plus la Russie, mais eux. En réalité, le chef du MI6 a déclaré qu'ils allaient continuer à coopérer avec l'Ukraine et à y rester d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'ils parlent de coopération, cela ne signifie pas qu'ils vont rentrer dans leur propre pays. Ils vont rester là-bas, à Odessa, peut-être à Mykolaiv et dans ces villes importantes. Et je ne vois pas la Russie accepter tout cela. Je suis sûr que le Mossad dit la même chose, car c'est un excellent champ de bataille pour y faire des expérimentations. Ce n'est pas comme Gaza, la Syrie ou le Liban, c'est un vrai champ de bataille. Ce n'est pas un abattoir. Enfin, cela est en train de le devenir à cause de la puissance militaire écrasante de la Russie face à une armée vaincue. Mais le Mossad veut être là pour tirer des leçons sur les armes, sur les tactiques, sur tout. C'est l'endroit où il faut apprendre maintenant. En gros, l'Ukraine est en train de devenir, tu sais, un terrain d'expérimentation. Pensez à 1936 et à la guerre civile espagnole, et à Hitler testant tout, des Stukas aux chars en Espagne. Je veux dire, réfléchissez à cela.
et Ernest Hemingway sur le champ de bataille, et beaucoup d'autres personnes, toutes sortes de gens là-bas, essayant de comprendre si les communistes valaient la peine d'être soutenus, essayant de déterminer si Hitler était vraiment sérieux dans ses menaces. Et en même temps, ils écrivaient à sujet, l'étudiaient, en peignaient des tableaux, en prenaient des photos, et les publiaient dans les journaux du monde entier. Retournez à cette période et regardez combien de personnes stupides étaient impliquées. On aurait pu arrêter Hitler à n'importe quel moment de son parcours. On aurait pu arrêter Franco à n'importe quel moment de son parcours, pour un coût bien moindre que ce qu'il a finalement fallu payer en 1939, 1940, 1941. Mais nous ne l'avons pas fait. L'Amérique en porte une grande part de responsabilité. Mais ce sont surtout les Européens qui sont à blâmer, car ils ont laissé cela se produire, sur leur territoire, sous leur surveillance. Et l'un des coupables les plus responsables de tous était l'homme que nous louons aujourd'hui pour avoir pris les choses en main et agi, Winston Churchill. Oui, Larry, voici ce que Donald Trump a dit à propos de la Russie et de l'Ukraine. Chaque fois qu'il en parle, tu sais qu'il aborde la Russie et l'Ukraine. C'est d'une certaine manière troublant pour moi. Je n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'il veut dire. La Russie veut y mettre fin. Le problème, c'est qu'elle voudra y mettre fin, puis, tout à coup, elle ne le voudra plus. Et l'Ukraine voudra y mettre fin, puis tout à coup, elle ne le voudra plus non plus. Nous devons donc les amener à être sur la même longueur d'onde. Mais je pense que cela progresse. Très bonne discussion. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il en est avec la Russie. Je ne vois pas la Russie changer d'avis, tu vois, dans sa stratégie. Droit dans la ligne. Ils n'ont pas changé d'avis une seule fois. Ce qu'il dit, c'est que la Russie ne reculera sur rien. C'est ce qu'il dit. Et il a raison. La Russie ne va pas reculer parce qu'elle a gagné. Elle est en train de gagner, et elle a gagné. Et comme je l'ai dit, on ne veut pas que cette dynamique se transforme en une envie d'aller toujours plus loin, encore et encore. Mais cela pourrait bien arriver. Je reviens encore à 1936. C'est presque comme un déjà-vu, si l'on peut dire, à certains égards. Les noms ont changé pour protéger les innocents, mais nous assistons au développement du potentiel d'une guerre à l'échelle régionale. Et nous le faisons essentiellement à cause, selon moi, de la folie, de l'idiotie, de plusieurs dirigeants européens et d'un président américain qui refuse de taper du poing sur la table et continue de les écouter. Mais maintenant, je me dis que j'ai peut-être tort. Je pense qu'ils essayent de remettre leurs économies à neuf grâce à cette guerre. Donc, ils ne veulent pas qu'elle se termine. Ils veulent que l'argent continue d'affluer, 5% ou même plus. Ils veulent ressusciter leur industrie et ils vont le faire sur la base de l'armement. C'est une voie extrêmement dangereuse. C'est celle que nous avons empruntée en 1936 et 1937. Des motivations différentes, des raisons différentes. Les Russes, Nima, tu le sais probablement, ont en réalité aidé Hitler à reconstruire ses escadrons, à reconstituer ses bataillons blindés, à rebâtir son armée à l'intérieur même de la Russie afin de garder le secret. Et ensuite, qu'est-ce qu'il leur a fait? Je veux dire, on parle d'une folie qui s'empare de l'Europe en ce moment. Qui va les sauver? Y a-t-il quelqu'un pour sauver l'Europe? Je parle des peuples européens, pas des dirigeants européens. Mais après tout, ils sont influencés par ce genre de politique, des politiques stupides de la part de leurs dirigeants. Ils doivent se débarrasser de ces gens-là. Je veux dire, c'est la seule solution que je vois. Le problème, c'est que les pays européens qui comptent, principalement la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, ont ce que j'appellerais des systèmes presque archaïques qui ne représentent pas vraiment le peuple.
Peu importe comment on analyse leurs élections, elles ne représentent pas vraiment le peuple. Peut-être qu'elles représentent un tiers de la population. Et c'est une recette pour le désastre une fois que ces coalitions sont formées. Je ne sais pas comment on peut faire dans un tel système, mais ils ont besoin d'un tout nouveau groupe de dirigeants. Et ils doivent se débarrasser, en particulier, des trois dont nous venons de parler, Starmer, Mers et Macron. Ce sont les trois pays clés. Et ils doivent aussi se débarrasser de la direction de l'UMR. Comment fais-tu cela? Je veux dire, à certains égards, je vois que cela ressemble à 1936 à plus d'un titre. Je le vois avancer au même rythme. Regarde l'Allemagne, par exemple, en ce qui concerne le parti qui progresse. Le parti en croissance, m'a-t-on dit, c'est l'AfD. L'AfD présente certains aspects vraiment peu reluisants. De quoi parle-t-on si cela devient l'opinion majoritaire, avec cette résurgence de l'idée d'une industrie allemande de l'armement qui se concrétise? Ce n'est donc pas forcément que de meilleures personnes vont arriver au pouvoir. Une fois que les élections seront si différentes, on pourrait en voir arriver qui voudront amplifier le poison et le faire résonner plus fort. C'est quelque chose de très dangereux, surtout en ce qui concerne l'Allemagne, quelque chose de très dangereux. Les gens qui disent que l'Allemagne a tiré les leçons du passé et ne peut plus dévier de sa route n'ont pas vraiment prêté attention. Je repense aux conversations d'Helmut Kohl, qui étaient en quelque sorte improvisées, si l'on peut dire. Il ne se préoccupait pas seulement de la réunification de l'Allemagne et du transfert de Bonn à Berlin, sujet sur lequel il était euphorique à certains égards, en se disant « Oh, nous allons pouvoir retourner à Berlin, notre capitale historique ». Mais il s'inquiétait vraiment de l'aspect financier. Au bout du compte, il se demandait surtout comment intégrer les Allemands de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest, pour des raisons évidentes. Les partisans de l'autre camp disaient « Eh bien, avant que nous les aidions à construire le mur, ils fuyaient à raison de 10 000 par semaine. » C'est pour cette raison que nous avons laissé les Russes construire le mur et la RDA construire le mur. Parce que s'ils avaient continué à ce rythme, il n'y aurait plus eu de RDA. Et cela représentait une question existentielle pour la Russie. Nous serions allés jusqu'à la guerre nucléaire pour cela, bien plus grave que la crise des missiles de Cuba. Eh bien, tu sais, il y avait suffisamment de gens en Allemagne de l'Est qui ne seraient pas venus, a-t-il dit. Eh bien, nous avons ces gens-là en Allemagne maintenant, dans l'Allemagne unifiée. De bons nazis tous, m'a dit quelqu'un. De bons nazis tous. Kohl avait quelques inquiétudes, et en repensant au passé de l'Allemagne, je dirais qu'il avait de bonnes raisons d'avoir ces inquiétudes. Il a fini par l'accepter. Il était vraiment, sérieusement préoccupé, parce qu'on lui disait que la réunification coûterait 80 milliards de dollars américains. Et cela n'incluait même pas le transfert du gouvernement de Bonn à Berlin et tout ce que cela impliquait. Le fait que la capitale doive être déplacée et le coût que cela représentait ne le dérangeait pas tant que ça, mais ce qui le préoccupait vraiment, c'était la facture. On m'a dit qu'au final, cela avait coûté le double avant que tout soit terminé. Cela a donc été un véritable choc financier aussi. Mais il l'a accepté parce qu'il était allemand. Au bout du compte, il était allemand. Et l'idée d'une Allemagne réunifiée, avec une capitale à Berlin, et Moscou acceptant tout cela, tandis que l'Allemagne restait un pays membre de l'OTAN, cela comptait énormément. C'était trop pour lui. Je veux dire, tu sais, il voulait le faire au bout du compte, et ça n'aurait pas pu être fait sans lui. Et il le savait. Powell, Shevardnadze, Gorbatchev, tout le monde le savait. Mitterrand, Thatcher, Major, tout le monde le savait. Donc, une fois que tu avais l'approbation de Kohl, c'était lancé. Mais il y avait des gens comme moi, Nima, qui restaient assis dans les sous-sols du Pentagone, en disant « Fais attention à ce que tu souhaites. Tu pourrais bien l'obtenir. Nous sommes peut-être sur le point de l'obtenir. »
Et c'est très dangereux, très dangereux. Et ce ne sera pas parce que le peuple allemand aura décidé de le faire. Ce sera parce que l'Europe les y aura forcés. Larry, que penses-tu de l'Allemagne, de la façon dont il parle du fait que d'ici 2029, la Russie va nous attaquer et que nous devrons réagir? Nous devons nous y préparer. En 2029, Donald Trump ne sera plus là. Alors, quelle est la stratégie à long terme sur le terrain? Toi et moi, nous espérons qu'il sera parti d'ici 2029. Cet homme a 14 vies. C'est exactement le genre de discours qui m'inquiète. Vraiment le genre de discours qui m'inquiète. Tout d'abord, je ne perçois aucune menace venant de la Russie envers l'OTAN. Je perçois une menace pour l'OTAN venant de l'OTAN elle-même. Donc, l'OTAN va disparaître. Je ne pense pas que l'OTAN survivra à Trump, s'il n'est pas destitué. Donc l'OTAN est finie. Elle est moribonde. Qu'est-ce qui la remplacera? Peut-être une véritable architecture de sécurité européenne, soutenue non pas par 5% du PIB, mais peut-être 2,5%. C'est tout ce dont ils ont besoin. Tous ces pays, 2,5% du PIB, si vous pouviez les mettre tous d'accord, vous pourriez établir une architecture de sécurité européenne. À terme, vous voudriez y intégrer la Russie. Vous ne le feriez pas tout de suite, car il y a trop de ressentiment, trop d'amertume engendrée par la guerre en Ukraine. Mais la première chose à faire, c'est de régler cela. Il faut le régler, essentiellement selon les conditions de Poutine, car c'est la seule manière d'y parvenir. Ensuite, vous développez votre propre identité européenne en matière de sécurité, avec l'idée que peut-être un jour, la Russie pourra y être intégrée. Et vous y consacrez peut-être 2,5% de votre PIB. Et puis, on revient aux problèmes qui nous hantent vraiment, comme le fait de couper l'accès à une énergie économique et facilement disponible en provenance de Russie. Et on reconstruit son industrie civile de base. On n'accumule pas de métaux rares. On ne fabrique pas d'armes. On ne rejoint pas Lockheed et Grumman dans le monde des marchands de morts bellicistes. On bâtit une société décente, comme l'Europe en avait autrefois. Tu crois qu'ils vont faire ça? Ce n'est pas ce que l'histoire montre. Ce que nous allons obtenir, c'est un désordre. Et ce désordre va empirer encore et encore, s'approfondir toujours plus. Et alors, nous regretterons profondément ce que nous avons fait. Steve Witkoff, avec Kushner, a eu une réunion avec Zelensky en Europe, et nous avons vu le directeur de BlackRock sur place. Bien sûr. Tu sais, c'est beaucoup. Nous n'avons jamais vu ce genre d'image auparavant. C'est la première fois que je le vois participer aux discussions, aux négociations en cours. Il essaie de comprendre de quel côté il va sauter. Je suis sérieux. Ces types, à travers l'histoire, au moins sur 1 millier d'années d'histoire, sentent toujours l'air et doivent déterminer de quel côté sauter. Netanyahou fait exactement cela en ce moment. Netanyahou compte ses appuis à l'Est, essayant de savoir si l'avenir d'Israël, s'il en a un, doit se tourner vers l'Est ou, comme traditionnellement, dans l'autre direction. Parce que Netanyahou découvre que les États-Unis ne sont pas forcément la puissance qu'il pensait. Cela n'a rien à voir avec l'influence qu'il exerce sur nous ou celle que nous exerçons sur lui. Cela tient simplement au fait qu'il n'est pas stupide. Et il voit que le pouvoir se déplace bien plus vite que quiconque ne l'avait imaginé, de l'ouest vers l'est. Si vite. Vous savez, cette idée de ressusciter la doctrine Monroe sous la forme d'une doctrine Trump est tellement absurde que le nom de Trump y restera associé à peine 1 heure. Je veux dire, la Chine et la Russie ont déjà annulé la doctrine Monroe dans les Caraïbes. Alors sur quoi mettez-vous votre nom? Le pouvoir s'en va. Il s'en va.
Et Erdogan, apparemment, a même. Eh bien, vous savez, Erdogan voulait s'y opposer. Il voulait être au centre de ce déplacement du pouvoir. Il voulait que toute cette communauté linguistique turcique, jusqu'à la province du Xinjiang, devienne un accélérateur, un catalyseur, si vous voulez, pour la réaffirmation par la Turquie d'un empire économique orienté dans cette direction. Je pense qu'il a compris maintenant. Il n'a aucune intention de frapper la Chine directement là-bas, peut-être autour de Tashkent ou ailleurs, puis d'être précipité en arrière et repoussé vers Ankara, car c'est exactement ce qui lui arriverait. Donc je pense qu'il a décidé de suivre ce déplacement de pouvoir inévitable et irrésistible vers l'Est et qu'il va en faire partie. Probablement d'une manière neutre, je dirais. Et l'une des premières choses qu'il fera sera de quitter l'OTAN. Et ce sera son glas, car tout le flanc sud de l'OTAN sera alors désancré. Maintenant, montre aussi cette carte, Nima, et regarde le flanc sud de l'OTAN se désancrer à cause du départ de la Turquie de l'Alliance. En même temps, la Russie contrôle toute la rive nord de la mer Noire. Si tu veux parler d'un grand jeu qui se rallume et qui n'a rien à voir avec l'Empire occidental, il ne se souciera pas de Washington. Ce qui comptera, ce sera Moscou, Pékin et Delhi. C'est cela qui comptera. Et le grand jeu se déroulera entre ces trois-là, et ceux qui s'allieront à chacun d'eux selon la tournure des événements. Et nous regarderons depuis la touche, et nous serons aussi tellement endettés que nous ne pourrons même pas nous payer un billet. La Turquie m'étonne vraiment. Quand je regarde la Turquie, elle fait partie de l'OTAN, mais on ne peut compter sur elle pour rien. Elle appartient à la communauté musulmane, mais elle n'en fait pas vraiment partie quand il s'agit de Gaza. Ça a toujours été le problème de la Turquie. Quand j'ai participé à certaines discussions sur la question de savoir si la Turquie devait, en gros, continuer à demander son adhésion à l'Union européenne ou se retirer, la question était, si elle disait simplement « au diable l'Europe », ce qu'elle voulait faire à ce moment-là, et contre quoi nous la conseillions, que ferait-elle alors de son appartenance à l'OTAN? Et bien sûr, leur garantie envers nous était « Eh bien, nous ferons un bras d'honneur aux Européens, mais pas à vous. Nous resterons dans l'OTAN, nous serons à vos côtés, et vous garderez votre base à Incirlik et ailleurs. » Puis est venue la deuxième guerre d'Irak, et les Turcs ne nous ont pas permis d'agir comme ils l'avaient fait pendant la première guerre d'Irak. Et ensuite, nous les avons laissés tomber. Vous savez, ils nous ont permis de descendre du nord pendant la première guerre d'Irak, la guerre d'Irak de 1991, la première. Ils nous ont laissé passer et nous leur avions promis que puisque notre passage annulait le flux de leur oléoduc, nous les rembourserions. Mais le Congrès n'a jamais voté les fonds. C'était environ 4 milliards de dollars, si je me souviens bien, et nous ne les avons jamais remboursés. Alors, la deuxième fois que nous sommes intervenus, ils ont dit « Pas question, vous ne descendrez pas du nord », et ils nous l'ont interdit. Rumsfeld a donc dû faire demi-tour avec 16 000 soldats en mer et les envoyer dans l'autre direction. La Turquie est parfois un partenaire très imprévisible, mais c'était tout à fait compréhensible. Vous nous avez déjà roulé une fois, vous ne le ferez pas une deuxième. Je pense que ce qu'Erdogan finira par faire, et peut-être Fidan, qui est le ministre des Affaires étrangères et serait probablement son successeur, Fidan, quelque chose comme ça, je pense qu'ils vont finalement se retirer de l'OTAN. Ils établiront sans doute d'abord une sorte de neutralité. Mais j'ai une nouvelle pour eux. L'attraction qui vient d'Asie centrale et qui descend sur eux par les voies ferrées du nord, depuis l'Asie centrale, par les lignes centrales, et du sud, par les voies qui traversent l'Iran et remontent vers le ventre mou du Caucase. La Turquie n'aura aucune chance face à cela. Le mieux qu'elle puisse faire, c'est devenir un conduit,
un point de transbordement, si l'on veut. Et je vais parler aux Géorgiens demain. I'm going to speak to the Georgians tomorrow. And that's one of the things I'm going to say to this party that's in power in Georgia. Et c'est l'une des choses que je vais dire au parti au pouvoir en Géorgie. Vous devez vous organiser pour devenir un conduit, une position très lucrative et profitable. C'est une position qui a régné pendant 2000 ans, avec les Chinois à une extrémité et à l'autre, tout ce qui allait des Russes aux Mongols, aux Romains et à bien d'autres encore. Vous serez la route par laquelle le commerce circulera d'est en ouest, principalement d'est en ouest. Mais vous gagnerez beaucoup d'argent et vous aurez beaucoup de mal à garder votre sang-froid, car toutes sortes de puissances tireront sur vous, de la Russie à la Chine en passant par l'Inde. Mais c'est la meilleure façon de prospérer. Et qu'est-ce que c'est, Nima? C'est s'adapter à un monde multinodal, pas le combattre, pas le combattre. Colonel, il y a 2 jours, une réunion a eu lieu à Téhéran, la capitale de l'Iran. Tous ces pays, la Chine, la Russie, l'Iran, le Pakistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, si je ne me trompe pas, se rassemblent. Ils sont tous inquiets de la situation en Afghanistan. Les nouvelles troupes étrangères, en réalité, font référence aux troupes américaines qui envisagent de retourner en Afghanistan. N'est-ce pas? Peut-être des troupes pakistanaises. Le Pakistan traverse actuellement de réelles difficultés. En réalité, en parlant avec des Iraniens, il semble que l'Iran fasse tout son possible pour rapprocher ces 2 pays, le Pakistan et l'Afghanistan, afin qu'ils mettent leurs différends de côté et qu'ils voient la situation dans son ensemble. Mais lorsqu'il s'agit de revenir en Afghanistan, pensez-vous que Donald Trump le ferait? C'est tellement... Ils prennent cela très au sérieux. Je pense qu'il le ferait, mais je crois que la raison finira par l'emporter, même parmi les têtes brûlées qui l'entourent. Je ne pense pas qu'ils seront capables d'affronter à la fois les 300 milliards de barils de pétrole qu'ils volent au Venezuela, les narcoterroristes qu'ils essayent d'éliminer sur les côtes pacifiques et caraïbes de l'Isthme, et l'Afghanistan en même temps. Et nous avons oublié le plus important. Le plus important. Bibi, lui, ne l'a pas oublié. Il se prépare à la guerre contre l'Iran. Ce qui se passe à Gaza en ce moment est rempli de perfidie, et il n'a jamais respecté un cessez-le-feu de toute sa fichue vie. Il ne respecte certainement pas celui de Gaza en ce moment, ni en Cisjordanie, ni au Liban, ni ailleurs. Mais il complote. Il complote en ce moment même. Et l'une des raisons pour lesquelles il se tourne vers l'Est, c'est qu'il veut déplacer ce qu'il fait actuellement, principalement avec les États-Unis en matière d'armes et de vente d'armes, vers l'Est, où ces ventes lui seront bien plus avantageuses. Un meilleur équipement, probablement livré à temps, plutôt qu'avec des semaines ou des mois de retard. Je ne lui en veux pas de faire cela. Je ne peux rien dire de positif à propos de cet homme. Mon sang se glace quand je dis quelque chose de positif. J'ai reçu hier une carte de Noël d'un type qui disait « Sinon, j'aime ton podcast et tout, mais tu es tellement négatif envers Israël. Je ne comprends pas comment tu peux être comme ça. » Israël est notre meilleur allié. Je n'écrirai plus jamais à ce type. Je ne lui enverrai pas de carte de Noël en retour. Je veux dire, tu vois, je me comporte comme un idiot, comme lui. Mais quiconque pense cela m'a complètement perdu, totalement perdu. Parce que le plus grand désavantage de l'Amérique en ce moment, c'est de continuer à utiliser son chien d'attaque au Levant pour tuer des gens. Je veux dire, non seulement nous tuons illégalement des gens en Méditerranée, mais nous les tuons aussi au Levant. Lindsey Graham, tu as vu ça? Il devait être ivre. Je veux dire, je peux pas imaginer. J'adore tuer. Nous tuons toutes les bonnes personnes. J'adore tuer. Nous tuons toutes les bonnes personnes. Eh bien, c'est ce que nous faisons.
Et j'imagine qu'il dirait la même chose à propos des personnes tuées dans les Caraïbes, même si nous n'en savons rien. Il n'y a pas un seul citoyen américain, pas une seule personne au sein du département de la Défense qui sache vraiment qui nous tuons. Il n'y en a pas. J'en ai parlé avec certains d'entre eux. Personne ne sait vraiment. Ces balivernes du genre, nous avons les renseignements, nous savons où sont ces gens, nous savons qui ils sont, aucun problème. Marco Rubio, assieds-toi sur cette chaise et je vais prendre un pistolet de calibre 45, armer une balle réelle et le mettre contre ton oreille. Et ensuite tu me diras quelle est ta source. Il ne pourrait pas. Enfin, il pourrait inventer quelque chose. Il pourrait mentir. Il est doué pour ça. Ils ne savent pas qui sont ces gens. Ils ont simplement trouvé un moyen pour Donald Trump d'utiliser son pouvoir d'une manière qu'il pense renforcer sa base. Nima, il ferait la même chose, peut-être pas aussi ouvertement, mais il le ferait à Chicago, à Los Angeles, à Portland, à Washington, D.C., et dans d'autres bastions démocrates s'il pensait pouvoir s'en tirer dans notre propre pays. Il enverrait des gens ici. Il en a déjà envoyé quelques-uns. Voilà à quel point cet homme soi-disant « je n'aime pas la guerre » est violent. Je veux dire, il existe différentes formes de violence en dehors de la guerre. Ce qu'il a trouvé, c'est une façon de tuer des gens qui correspond parfaitement à sa personnalité. Et cela lui procure du plaisir. Larry, comment peux-tu comprendre la situation en Australie? Il y a un père et son fils qui tirent sur des gens à la plage. Tu sais, la plage de Bondi en Australie. J'ai quelques là-bas. Les Israéliens disent que c'est le Hezbollah, que c'est le Hamas, que c'est l'Iran qui est derrière tout ça. Mais ces deux types, il semble qu'ils faisaient partie d'un groupe salafiste, djihadiste du genre État islamique. J'ai suivi ce qui se passe en Iran depuis 2017. Ces gens ont mené des attentats terroristes en Iran plus d'une dizaine de fois. Cela s'est produit à Téhéran, à Shiraz, à Kerman, à Ahvaz. Beaucoup de personnes ont été tuées dans ces attaques par le même type d'individus. Et pourtant, on rejette la faute sur l'Iran, ou sur le Hamas, ou sur le Hezbollah. Le Hamas, déjà, la situation à Gaza est dévastatrice. Regardez ce qui s'y passe. Comment peut-on imaginer que le Hamas soit derrière tout ça? Quel serait l'intérêt d'attaquer des gens en Australie plutôt que de se battre là où ils sont? Eh bien, il y a plusieurs points ici qu'il faut formuler, renforcer, puis reformuler et renforcer encore. Le premier point, c'est que la plus grande cause de la résurgence de l'antisémitisme dans le monde, c'est Bibi Netanyahou. C'est le premier point. Pas le Hamas, pas le Hezbollah, pas ce que Bibi prétend que c'est, car il dit autre chose pour détourner l'attention de son propre rôle dans cette situation. Il est la principale cause de l'antisémitisme dans le monde. Le deuxième point, il mène toutes sortes de campagnes de propagande en ce moment, dont l'une est si peu sophistiquée qu'elle le fait passer pour un imbécile. Mais il sait que cela fonctionne. Alors pourquoi ne pas recommencer? Il a déjà fait la même chose avec le Hezbollah. Maintenant, il fait la même chose avec le Hamas. Il a inondé le monde occidental de prétendues informations affirmant que le Hamas devient mondial, qu'il attaque des gens en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, partout sur la planète. C'est ce qu'il avait fait avec le Hezbollah il y a environ 20 ou 30 ans. Nous avions le Hezbollah à Buenos Aires, nous avions le Hezbollah à Londres, et c'était des attaques sous faux drapeaux menées par Israël. C'est ce qu'ils feront encore. Je dirais ceci. Dans ces attaques sous faux drapeaux, ils ne tuent généralement personne. Ils se contentent de faire exploser des biens ou autre chose. Ils ont tué quelqu'un à Buenos Aires, si je me souviens bien. Mais c'est exactement ce qu'il fait.
Ce type est un maître dans ce genre de choses. Voilà donc le deuxième point. Le troisième point, c'est que, peu importe comment on analyse cette haine et ces tueries avec des armes, partout où les armes sont disponibles et où des civils se rassemblent, c'est un phénomène que le monde doit affronter sur d'autres bases, que c'est lié à Israël, c'est lié à l'État islamique, c'est lié à Al-Qaïda ou autre. Parce que, Nima, dans l'Empire, nous utilisons toutes ces entités. Nous avons des atouts du renseignement avec l'État islamique, avec Al-Qaïda, avec Jemaah Islamiyah, même s'ils ont pratiquement disparu aujourd'hui, et avec le Front National de Libération Moro aux Philippines. Vous citez un groupe, Lashkar-e-Taiba, vous citez le groupe, et nous avons des gens à l'intérieur, infiltrés parmi eux. Et chaque fois que nous voulons les utiliser, nous le faisons. Israël fait la même chose. Je soupçonne que les pays européens ont des dispositifs similaires. Je sais que Londres en a. Donc tout ce terrorisme qui touche le monde et tue des gens, comme ce qui s'est passé sur la plage en Australie et ailleurs, est en quelque sorte un sous-produit et souvent le produit de nos manœuvres de renseignement à travers le monde, cherchant à utiliser ces entités pour faire ceci ou cela, d'une manière plus ou moins stratégique, afin de marquer des points et d'influencer nos ennemis. C'est nous qui remuons tout ça. Je dirais la même chose à propos de l'élimination des narco-terroristes du côté du Pacifique et du côté des Caraïbes. Nous n'influençons pas du tout la guerre contre la drogue, mais nous sommes censés donner l'impression politique que nous le faisons. Et tout cela est une blague. Une blague macabre, parce que des gens meurent. Mais revenons à Lindsey Graham. Il se moque que des gens meurent. Tant que ce n'est pas lui, tant que ce ne sont pas ses enfants. Il n'aura pas d'enfants, il ne se marie pas, il est marié au gouvernement, il est marié au pays. Voilà Lindsey Graham. Je veux dire, on ne peut pas, comme je l'ai déjà dit tant de fois, on ne peut pas inventer des choses pareilles. Tout cela suit un scénario, et ce scénario est écrit par l'Empire, parce que l'Empire décline rapidement. Je veux dire, il décline bien plus vite que je ne l'aurais imaginé. D'autres prennent sa place. Et dans les fractures, dans la distance entre l'ancien et le nouveau, toutes ces choses se produisent. Des choses que l'Empire, dans la plupart des cas, ou ses acolytes, comme Israël, attisent. Cela ne servira à rien. Cela ne fera qu'entraîner la mort de beaucoup de gens, blesser beaucoup d'autres. Il y aura beaucoup de souffrance, beaucoup de matière pour les journaux. Mais cela ne va pas sauver l'Empire. L'Empire est en train de s'effondrer, et il s'effondre bien plus vite que je ne l'aurais cru. Regardez la Grande-Bretagne, par exemple, le dernier empire notable à avoir disparu de la scène. Il a vraiment fallu, de 1890 à 1956, pour que cet empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais disparaisse. En 1956, il est simplement devenu un suiveur, un aspirant par procuration au pied de l'empire américain. Et c'est ce qu'il est resté depuis. Il vit de la puissance américaine. Eh bien, comment peut-on vivre d'un cercueil, parce que c'est à cela qu'ils vont bientôt être attachés ici. Tu sais ce qui m'étonne? Que le résultat de ce qui s'est passé en Australie profite à Netanyahou et à sa position. Bien sûr. C'est le but. La moitié de ces choses, enfin pas la moitié, j'en ai aucune idée. Je n'ai plus de canal de renseignement, plus de canal de renseignement top secret avec mot de code. Mais je dirais qu'au moins 10%, peut-être plus, 15%, de tout ça est orchestré par Netanyahou, par le Mossad, par le MI6 et par la CIA. Et je vais te dire autre chose, Nima, et cela me fait peur. Cela me fait vraiment peur. J'ai remis un chapitre du livre que j'écrivais sur l'administration Bush à un ami l'autre jour, et je le lui ai laissé lire. Je n'ai pas l'intention de le publier, j'en ai brûlé la majeure partie. Et je lui ai dit, dis-moi ce que tu en penses. Et il m'a répondu, sais-tu vraiment que cela se passe? Et j'ai dit, oui, je sais que cela se passe.
Je sais que c'est la CIA. Je sais que c'est le MI6. Je sais que c'est le Mossad. I know it's the CIA, I know it's MI6, I know it's Mossad, and I know it's happening often when the President of the United States... Et je sais que cela arrive souvent lorsque le président des États-Unis ne sait même pas que cela se produit. Ce qui se passe, c'est qu'un membre du Conseil de sécurité nationale reçoit la directive présidentielle ou reçoit l'ordre, et ça ne vient peut-être même pas du président. Cela peut venir du chef de cabinet ou de l'un des principaux membres du Conseil de sécurité nationale. Et tout cela est dissimulé. Peut-être que 6 personnes seulement sont au courant. Ensuite, ils font appel à l'équipe SEAL 2 et à l'équipe SEAL 6, et ils vont tuer des gens dans les Caraïbes ou ailleurs. Je veux dire, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ainsi que nous procédons. Puis on change de président, on organise des élections, et l'opération continue. Elle continue toujours. Quelqu'un d'autre reçoit le mot de code et prend la supervision de l'affaire. Et l'action ne cesse de continuer. Merci, Ukraine. Pensez à partir d'environ 2002 et imaginez cela se déroulant sous différents présidents. Obama est en plein milieu de tout cela. Et posez-vous la question, le président de l'époque savait-il que cela continuait encore? Le nouveau président savait-il que quelque chose commençait plus tôt se poursuivait toujours? Souvent non. La CIA est un pouvoir à part entière. Quand Harry Truman a écrit cet article d'opinion, après avoir quitté ses fonctions et a dit qu'il ne reconnaissait plus ce qu'il avait créé, il ne plaisantait pas. Il disait « Méfiez-vous de la CIA. C'est une bête. C'est une bête. » C'est ainsi que nous agissons dans le monde aujourd'hui. Et Netanyahou est devenu un véritable génie dans ce domaine. Il essaie de faire pression sur les gouvernements occidentaux, en l'occurrence sur l'Australie, en affirmant que la reconnaissance d'un État palestinien entraînerait davantage d'instabilité dans le pays, notamment à l'encontre des communautés juives. Et l'autre conséquence de ce qui se passe, de ce qui s'est produit, c'est que Netanyahou peut affirmer que les Juifs sont plus en sécurité en Israël que dans la situation qu'ils connaissent à l'extérieur d'Israël. À mon avis, c'est faux problématique. Oui, c'est pour ça qu'il a perdu un autre million de citoyens. Une fois qu'on se retrouve dans une position isolée comme celle de Netanyahou aujourd'hui, je ne peux pas vraiment lui en vouloir pour ça. On ne peut rien faire d'autre que redoubler et tripler la mise. On ne peut pas reculer, on ne peut pas s'en aller, parce que c'est comme le dictateur qui essaye de descendre du tigre, tu vois? Si tu descends, il te dévore. Si tu restes dessus, il te dévorera aussi, tôt ou tard. Mais tu dois continuer à chevaucher. Il chevauche et il ne peut pas descendre. Alors il doit redoubler et tripler la mise. Il ne peut pas admettre que la plus grande cause de l'antisémitisme et de sa récente montée dans le monde, c'est lui. Il ne peut pas l'admettre. Je ne pense pas qu'il soit mentalement capable d'accepter ce fait, cette réalité. Il s'en sortirait bien mieux s'il le pouvait, car il pourrait alors l'affronter de manière plus réaliste. Mais il n'acceptera pas ce fait. Il s'est convaincu lui-même de la propagande qu'il diffuse aux autres. C'est aussi ce que j'ai vu de plus frappant chez Aric Sharon, vers la fin. Je pense qu'il a eu un moment, une épiphanie, juste avant de mourir. Mais malgré tout, il était devenu son propre pire ennemi. Netanyahou est devenu son propre pire ennemi 1000 fois plus encore. Un de ces jours, quelque chose l'éveillera, je le soupçonne, mais ce sera trop tard. Et on ne peut pas faire marche arrière. Une fois qu'on s'est engagé sur cette voie de perfidie féroce, on ne peut plus reculer. Il faut continuer, il faut l'approfondir, il faut l'élargir, il faut la rendre plus redoutable. Il faut y faire entrer davantage de gens sous son emprise. Il le faut. Sinon, on s'effondre. Dans une certaine mesure, Donald Trump est le même genre de personnage. To a certain extent, Donald Trump is the same kind of character. He's just kind of clownish about it. He's kind of circus. Il est juste un peu bouffon dans sa manière d'être. Il a une personnalité de cirque. C'est un escroc, un charlatan.
tout sauf présidentiel, si l'on veut. Mais il est là, alors il le fait. Netanyahou, lui, a tout le talent et les compétences pour être, s'il était dans ce pays, un président remarquablement performant. Mais il est malfaisant. C'est un homme mauvais. Je ne peux pas dire cela entièrement de Donald Trump, parce que je ne suis pas sûr que Donald Trump possède pleinement les facultés nécessaires pour en avoir conscience. Mais Netanyahou, lui, les a. C'est pour cela que cette carte de Noël que j'ai reçue ce matin m'a vraiment agacé. Elle me critiquait parce que je critiquais Israël. Mon Dieu, j'avais envie de dire, comment peut-on regarder ce qui se passe à Gaza et ne pas vouloir critiquer Israël? Comment? Comment diable peut-on faire cela? No may thing in Nantiptipnes, Stobar Sweepi Roth. You have to be some kind of other human being than I'm accustomed to. Larry, Larry, nous savons que l'autre incident a eu lieu en Syrie, l'attaque contre les troupes américaines, et que c'était l'État islamique, d'après ce que nous avons vu. Oui, oui, exactement. La garde nationale. Oui, exactement. Et il parle de l'État islamique, l'une des factions de l'État islamique. Tu sais, le gouvernement syrien est une faction de l'État islamique. Ces gens qui attaquent, ils font partie de l'État islamique. On voit un énorme chaos en Syrie. Ils ont créé quelque chose qui va contaminer tous les pays de la région. Et je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire d'autre pour le contrôler. Avant, nous avions Bachar el-Assad en Syrie. Il était le mal absolu, faisant ceci et cela. Mais maintenant, regarde la Syrie. Regarde ce qu'ils en ont fait. Tu sais, quand Brzezinski et son équipe, et ce membre du Congrès, j'ai oublié son nom, ils ont fait un film sur lui, Charlie quelque chose, traitait avec les Moudjahidines en Afghanistan, les finançait et les armait, tout en ricanant du fait qu'il leur avait donné des missiles Red-Eye pour abattre les hélicoptères russes, Hind et tout le reste. Personne n'a jamais pris le temps de se demander « Que feront-ils ensuite ?» Eh bien nous n'avons pas arrêté. Nous n'avons pas arrêté. Que ce soit l'État islamique, Al-Qaïda, Lashkar-e-Taiba, le Jamaat-e-Islamiyya, Abu Sayyaf, peu importe. Nous les utilisons. Quand cela sert nos intérêts, nous les utilisons. Nous nous mêlons à eux. Nous les infiltrons. Nous avons même des affrontements entre alliés. Tu sais, un Marine ici, un agent de la CIA là, le Marine tirant sur l'État islamique, et c'est l'agent de la CIA. Arrête de tirer, Marine. Je suis à toi. Si j'étais le Marine, je continuerais à tirer. Mais cela nous est déjà arrivé en Syrie. Et puis Bibi met aussi ses doigts là-dedans. Et ensuite Erdogan s'en mêle également. Et là, c'est le chaos total. Quand on s'amuse avec ce genre de gens, une partie de leur corruption, de leur mal, finit par déteindre sur nous. C'est inévitable. Je suis pas sûr d'où vient le mal. Est-ce qu'il vient de la CIA vers l'État islamique ou de l'État islamique vers la CIA? Mais quoi qu'il en soit, il est là. Nous avons réveillé un need gap, des Philippines jusqu'à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Nous avons semé un need gap partout dans le monde avec cette guerre mondiale contre le terrorisme, en infiltrant ces unités et, tu sais, en les utilisant ensuite pour nos propres objectifs. Et nous faisons cela depuis que nous avons commencé à les infiltrer. La Syrie en est un exemple flagrant, je pense. Je reviens toujours au fait qu'en 2002, le pays dont nous obtenions certaines des meilleures informations sur Al-Qaïda était la Syrie, Bachar el-Assad. Un autre pays dont nous recevions non seulement des renseignements, mais aussi beaucoup d'aide, était l'Iran. Et nous avons compris que l'Iran avait, comme vous l'indiquiez plus tôt, autant de problèmes avec les terroristes que nous. Peut-être même davantage, car comme vous l'avez dit, ils ont tué pas mal d'Iraniens et causé beaucoup de dégâts aussi. Mais ce n'est qu'une question de commodité lorsque nous éprouvons de l'empathie ou de la sympathie pour d'autres peuples, comme il était alors commode de laisser l'Iran nous aider en Afghanistan. Je ne sais pas comment l'expliquer,
si ce n'est que j'aimerais que nous réformions, révisions et fassions quelque chose à propos des forces d'opération spéciales, car elles sont vraiment à la traîne dans les affaires des Caraïbes. Et j'aimerais que nous fassions quelque chose à propos de la CIA. Tant que nous ne le ferons pas, nous aurons de plus en plus de problèmes. Même si nous avions un bon président, un président solide, je ne sais pas où nous le trouverions. Mais si nous en avions un, il se heurterait à la même chose que John Kennedy. Vous savez, il a prononcé son discours à l'American University, a mis fin à l'invasion de Cuba et s'est fait assassiner. C'est ce que font les empires. Les empires font ce genre de choses régulièrement à travers l'histoire. Ce qui se passe en Syrie, Larry, est un énorme signal d'alarme pour l'Iran et la Russie, car il y a beaucoup d'inquiétudes à propos de l'Afghanistan. En gros, l'Afghanistan est relié à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan, comme tu l'as mentionné, ainsi qu'à la Géorgie et au Caucase du Sud. Ils ne veulent pas de l'OTAN là-bas. Personne n'aime la présence de l'OTAN dans cette région. Oui, eh bien il y a plusieurs raisons. Premièrement, ils n'aiment pas l'OTAN, tout simplement. Et deuxièmement, ils comprennent ce que cela signifie pour ce géant au nord. Si l'OTAN s'en mêle avec eux, eh bien, la Russie n'est pas un pays négligeable pour eux. Ils le savent. Ils y ont été. Ils ont vécu cela. Ils ont vécu avec elle, planant au-dessus d'eux pendant des siècles. Ils savent ce que cela veut dire. Ils préféreraient un modus vivendi. Ils préféreraient s'entendre, gagner de l'argent, avoir une bonne économie et un gouvernement convenable. Et on n'irrite pas la Russie si l'on veut être indépendant et avoir une certaine économie et un gouvernement à peu près correct. On fait des compromis. Et on ne fait pas de compromis avec la Russie, certainement pas maintenant, en ayant l'OTAN dans les parages. L'OTAN a gâché son lit, complètement gâché son lit. L'OTAN ne peut plus dormir nulle part, surtout pas là où la Russie a des intérêts. Voici ce qu'a déclaré le chef de la défense du Royaume-Uni, Richard Knighton, à propos de la situation avec la Russie. Larry. Le bilan de la Russie montre la volonté de Poutine de cibler les États voisins, y compris leurs enfants et leur population civile. La direction russe a clairement indiqué qu'elle souhaitait défier, limiter, diviser et, en fin de compte, détruire l'OTAN. Une nouvelle ère pour la défense ne signifie pas seulement que notre armée et notre gouvernement se mobilisent, comme c'est le cas, mais que toute notre nation se mobilise. Et pour y parvenir, nous devons contribuer au débat national et porter ces questions sur la place publique, tout comme nos alliés le font dans de nombreux autres pays. Il a adhéré à la théorie de Sadowski, n'est-ce pas? Nous devons nous renforcer. Nous devons dépenser de l'argent. Nous devons faire en sorte que nos armements soient sans égal. Je veux dire, c'est tellement vieux. Quand on a vécu aussi longtemps que moi, on en a marre de ces bêtises. Tu sais, c'est juste répétitif. Toujours la même chose. Oh, il nous en faut plus. Oh, il nous en faut plus. Oh, il a ça. Il faut qu'on en ait plus que lui. Oh, il a ça. Il faut qu'on en ait aussi. Il faut qu'on en ait. Oui, c'est... Le problème, c'est qu'ils veulent quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre. Tu sais, c'est ça le problème. Sans blague. Mais je pense, comme je l'ai dit, je pense que Sadowski a raison. Ils croient pouvoir reconstruire leurs économies grâce à l'équipement de guerre, et ils ont besoin d'une menace pour y parvenir. Ils ont besoin d'une menace pour terrifier leur population, afin que celle-ci consacre son argent public à leur industrie, sans protester ni s'y opposer. C'est ce qu'ils veulent. Ce type est un porte-parole de cette industrie, tout comme Merz l'est pour Rheinmetall en Allemagne. Et ces types de Davos, tu sais, les mondialistes, comme les appelle le colonel McGregor, ils sont là, assis, en train de se dire « Bon eh bien, peut-être qu'on va laisser faire et voir où cela mène. »
eh bien, je vais leur dire où cela va mener. Cela va mener à une guerre mondiale. Larry, juste pour conclure cette session, en regardant la situation en Ukraine, je vois un pays qui est devenu d'une certaine manière un champ d'expérimentation pour l'OTAN, afin de tester ses armes et d'évaluer leur efficacité. Tu sais, ils ont déployé des systèmes Patriot en Ukraine pour voir de quoi ils étaient capables, ce qui s'est révélé être un échec jusqu'à présent. Et ils ont tout essayé. L'armée ukrainienne combattait selon la stratégie de l'OTAN, sur la base de la formation de l'OTAN. Et cela montre à quel point l'OTAN est réellement capable aujourd'hui, la réalité de l'OTAN. Trouves-tu une autre armée en Europe qui était aussi compétente que l'armée ukrainienne avant le début du conflit en Ukraine? Permettez-moi de revenir à 1936 et de dire que c'est comme si Hitler était de retour à Berlin et que ses observateurs en Espagne lui disaient « Tout échoue, chef. Que faisons-nous » Que pensez-vous qu'Hitler aurait fait à ce moment-là? Je ne peux même pas commencer à imaginer ce qu'il aurait fait, mais il aurait probablement un peu reculé dans ses plans de conquête de toute l'Europe. Ce que nous avons ici, c'est en réalité l'antithèse de cela, car nous avons un groupe de personnes, à la fois civiles et militaires, qui disent que la manière de ressusciter notre puissance économique est de développer notre industrie de l'armement et en même temps de la rendre inégalée et indépendante, en fin de compte, probablement parce qu'ils pensent que cela va arriver, indépendante des États-Unis, à l'exception peut-être de leur parapluie nucléaire. Alors, nous continuons sur cette voie et nous faisons nos propres expériences dans nos Espagnes. Et l'Ukraine a été leur première Espagne. Cela ne s'est pas très bien passé. Alors on se demande, où allons-nous à partir de là? Et je pense que ce qu'il vous disait, c'est que lui, au moins, a pris une décision sur la direction à suivre. Et cette direction, c'est plus. Nous avons démontré que l'ennemi est plus redoutable que nous ne le pensions, et qu'il faut aller plus loin, plus fort. Bonne chance avec ça. C'est la manière traditionnelle de construire une guerre régionale puis mondiale. Et si vous n'avez pas étudié les 100 dernières années et plus, vous n'êtes vraiment pas un très bon professionnel militaire, car c'est exactement le chemin que vous empruntez. Vous l'empruntez aussi sûrement que si vous descendiez la rue pour acheter un paquet de cigarettes. Les cigarettes seront là, vous les obtiendrez. Mais le cancer, lui, finira par vous tuer. Vous savez, on voit des gens comme ça. Nous en avons. David Petraeus. Nous avons ce genre de personnes qui vous diront, si vous êtes le dirigeant politique ou civil, la Russie est un tigre de papier. Allons-y. Et puis, quand ça marche pas, ils insisteront encore 2, 3, 4 fois. Ils trouveront une autre excuse. Dans ce cas, je pense que l'excuse de l'Europe maintenant est « Je ne pense pas que ça ait commencé comme ça. Je ne pense vraiment pas que ça ait commencé de la manière indiquée par le membre de la Chambre des Lords. Mais je pense qu'il a raison maintenant. » Ils ont découvert qu'ils pouvaient ressusciter leurs économies, ou du moins, ils le croient, grâce à l'augmentation des dépenses militaires. Je ne pense pas qu'ils aient commencé de cette manière. En 2002, même en 2014, je ne crois pas qu'ils voyaient les choses ainsi. Je pense que ton idée, ta description de leurs expérimentations, reflétait mieux ce qu'ils faisaient à l'époque. Et je ne crois pas que quiconque ait jamais vraiment eu peur de la Russie. Pas vraiment. Ce qu'ils craignaient, c'était le départ de l'OTAN et celui des États-Unis. C'est cela qu'ils redoutaient. Exactement. Oui. Je pense que c'est justement le but. Merci beaucoup, Carl, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous partons un peu dans tous les sens. Oui, exactement.
Et concluons à nouveau avec le cas du colonel Jacques. Nous espérons qu'il va bien, car ils lui mettent beaucoup de pression. Wait a minute. Attends une minute. Kelpo stay timed. Knocking at my door. Yeah. I'm so happy that És spisem oerth yn poris fôl edwe. today. Oui, Yeah, I'm so happy. C'est tellement difficile d'y vivre. I'm not happy my wife died. je ne suis pas heureux que ma femme soit morte. Mais je vais te dire une chose. Pendant 25 ans d'affilée, nous sommes allés à Londres chaque année, sans en manquer une seule. Si elle allait à Londres aujourd'hui, elle tomberait raide morte sur place. Elle y mourrait. C'est tellement différent. On dirait que tout a changé du jour au lendemain. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Il a fallu quelques années. Mais c'est tellement transformé. Je ne reconnais même plus la ville. Dans la littérature, dans l'armée, dans leurs services de renseignement, dans leurs produits, je ne reconnais plus rien. C'est un autre pays. I don't even recognize it anymore. Different country. Thank you. Merci, Cal. Prends soin de toi. Take care. À bientôt. Bye-bye. Au revoir.